Donc aujourd'hui, on a réuni nos coopérateurs et même de plusieurs coopératives parce que donc on est associé entre Champ d'énergie, SB Énergie et Coperlic, trois coopératives de la fédération Rescope, autour d'un projet éolien qui est en enquête publique pour l'instant, donc le projet d'une éolienne à Héron. Mais voilà, l'actualité aujourd'hui nous fait parler d'autres sujets aussi. Et donc on va parler plus généralement d'abord du marché de l'électricité, de l'actualité récente et comment les coopératives répondent aux enjeux actuels. Et notamment, on parlera de Cossiter, hein. Il y a eu beaucoup de communication ces derniers jours autour de Cossiter qui propose un circuit court de l'électricité. Donc, je suppose dans l'Assemblée, il y a peut-être des coopérateurs plus anciens, plus récents. Il y en a qui connaissent très bien le système. Donc, on ne va pas être trop long, mais on va essayer de mettre quand même tout le monde au même pied d'égalité dans la compréhension de notre modèle. Et puis, on passera pas mal de temps à présenter le projet de Héron et quelques sujets de l'étude d'incidence de ce projet et comment vous pouvez le soutenir durant l'enquête publique. Voilà. Alors, comme j'avais dit, il y a certaines actualités dont il est important de parler quand on parle d'énergie. Je ne vais pas rentrer dans tous les titres de presse, mais qu'on voit comme les enjeux aujourd'hui sont importants. Et encore une fois, on voit bien notre dépendance aujourd'hui à, à l'énergie et aux ressources fossiles qui viennent de très loin, et même des choses qui se passent très loin de chez nous ont un impact énorme sur le marché de l'énergie, sur le marché de l'électricité. Et donc, c'est là où les coopératives comme la nôtre essayent, voilà, on essaie de répondre à ces enjeux à notre petite échelle. Donc, petite vue sur la production d'électricité en Belgique en 2025. De nouveau, le but n'est pas de vous faire un cours sur l'électricité, mais c'est de vous montrer quand même en Belgique où on se positionne. Donc on est plus ou moins à un tiers en termes d'électricité, hein, pas d'énergie globale, vraiment juste l'électricité. On est à un tiers de renouvelable, un tiers de fossiles, un peu moins, et un tiers de nucléaire. Et alors on voit qu'on n'atteint pas encore le total parce qu'il y a une partie qui est importée de l'étranger. Donc on est encore dépendant à 30% au niveau de notre électricité des énergies fossiles. Alors ici, c'est un graphique qui montre un peu les moyennes mensuelles du prix de l'électricité en Belgique depuis quelques années. Et donc, bon, on se souvient du pic de 2022, donc on voit bien qu'on était monté. Donc ça, c'est les prix, pas ceux que vous payez pour votre électricité, mais c'est le marché des professionnels de l'énergie, de l'électricité qui échangent, qui vendent et achètent de l'électricité. Donc on voit qu'on s'est restabilisé depuis quelques mois. On oscille autour des 100 euros par mégawattheure, par unité d'énergie. Mais voilà, on ne sait pas vers où on va maintenant et il y a un risque important de voir de nouveau ce pic s'envoler. Et ce que je voulais vous montrer, c'est ici, on zoome un petit peu dans ce marché et on regarde sur une semaine, donc c'est tout récent, c'est au mois de mars, on regarde un peu la production d'énergie et le prix qu'on paye, le prix du marché de l'électricité en Belgique. Et donc la courbe rouge, je sais pas, est-ce que vous voyez ma souris quand je bouge sur l'écran? Oui, ok, merci. Donc la courbe en rouge, c'est le prix d'électricité, donc d'heure en heure, quart d'heure par quart d'heure, elle oscille en permanence. Et alors les couleurs, les aires colorées, il y a le nucléaire de puissance de production par heure ici. Donc on a le nucléaire qui est très stable et qui produit en continu une certaine quantité. Et puis on a le renouvelable avec des grands pics. Donc là c'était une semaine plutôt ensoleillée, donc on a les pics journaliers. Et puis on a le fossile enfin le non renouvelable fossile en gris.
Et donc là aussi, il y a des pics. En fonction de la demande, ben, on doit venir compenser le manque avec un petit peu ou beaucoup de gaz. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la courbe rouge qui vraiment est dépendante de notre capacité à produire du renouvelable. Et donc quand on a du soleil ici et suffisamment de renouvelables, on voit la courbe rouge qui s'effondre. Et donc ici, elle descend même parfois à zéro. Parfois, certaines semaines, elle est en négatif. Et donc là, on voit ben, sans doute à midi, on a un pic, peut-être pas énormément de consommation, et on a le prix de l'électricité qui passe à zéro. Et dès qu'on a un besoin supplémentaire en gaz ou en énergie fossile, eh ben, on voit le prix qui s'envole ici il y a quelques semaines. Et si on prend la même semaine, mais avec un peu plus de vent cette fois, j'ai regardé le 12 et le 13, il y avait quand même pas mal de vent. Donc là, on voit c'est moins calqué sur l'heure de midi où il y a beaucoup de soleil, mais on voit ici, il y a eu un gros pic de renouvelables, donc en vert ici au-dessus. Donc c'est la puissance est ici à gauche. Et donc là, le prix, boum, il s'est effondré. Il n'y avait peut-être pas beaucoup de demandes à ce moment-là et on est de nouveau tombé les prix sur le marché étaient à zéro. Voilà, donc c'est vraiment là qu'on veut montrer l'importance d'étendre au maximum la couverture du renouvelable. Ça permet aussi, au-delà de produire de manière durable et sans production de carbone, ça permet aussi d'influer sur le marché de l'électricité et de diminuer le prix de l'électricité. C'est vraiment quand on a ces pics de besoins en gaz qui viennent compenser le manque de renouvelable qui vient faire exploser ces prix à certains moments de la journée. Voilà. Et alors là, c'est un peu la même courbe qu'avant, mais sur le prix moyen auquel les ménages payaient leur électricité depuis quelques années. Et donc, on suit la courbe du marché, grosso modo. La courbe en plus foncée, en rouge, c'est la courbe pour la Wallonie. Et donc, on voit qu'on a eu ce pic en même temps que le marché général de l'électricité, où on a été jusqu'à 70 euros 70 cents par kilowattheure, tout compris les taxes, etc. Voilà. Et alors oui, voilà où je veux en venir. C'est donc récemment, Cossiter a été cité aussi dans la presse avec pas mal de communication parce que Cossiter parle de son bouclier tarifaire et comment Cossiter permet de protéger en fait les citoyens qui sont clients chez lui. Il a déjà appliqué sa méthode, notamment en 2022, hein, où il avait plafonné ses prix pour éviter une hausse trop importante des prix de l'électricité. Mais ça, on y reviendra. Je viendrai un tout petit peu plus dans le détail dans quelques slides. Et donc pour répondre à ces enjeux, donc on a les coopératives d'énergie qui sont donc un modèle pour que où les citoyens peuvent reprendre la main sur les outils de production d'énergie et donc aussi être propriétaire de l'installation, mais aussi maîtriser le prix auquel l'électricité est vendue. On est beaucoup en Wallonie, donc là c'est toutes des coopératives qui sont actives dans l'énergie et qui font partie de notre fédération, qui est la fédération Rescope Wallonie. Donc on reste un petit acteur dans le domaine de l'énergie, mais quand on regarde les chiffres, c'est quand même important. On n'est quand même pas nulle part. Il y a près de 25 000 coopérateurs dans toutes ces coopératives, 40 millions d'euros collectés pour financer des projets et une production en 2025 de 130 000 mégawattheures. Donc, on a produit l'équivalent de la consommation de 36 000 ménages. Donc voilà, c'est à petits pas, on prend de l'ampleur et on n'est pas tout seul. Il y a un réseau quand même assez grand autour de nous. Si on regarde juste sur notre coopérative, il y a peut-être des gens de Copperlic ou d'SB Energy ici dans la salle. Donc, voilà, chaque coopérative a un peu son histoire. Nous, on a démarré il y a un peu plus de 10 ans, en 2013, justement autour d'un projet éolien à Fernelmont. Et donc, voilà, on a développé différents projets photovoltaïques. Notre éolienne a pu finalement être mise en exploitation depuis 2019. Et puis, avec les revenus de cette éolienne, on a commencé à pouvoir engager du personnel, à continuer à grandir.
Et récemment, en 2025 aussi, avec toutes les autres coopératives et aussi les coopératives flamandes, on a pu investir aussi dans un parc éolien en mer du Nord, en parc offshore. Donc voilà, petit à petit, les coopératives se professionnalisent comme la nôtre. Il y en a des plus grosses, des plus petites, des plus anciennes. Aujourd'hui, nous, on est à 1340 coopérateurs et on a réuni 1 million, 1 million 4, près d'1,5 million d'euros de capital pour financer notre éolienne et d'autres projets. On a 2 personnes qui travaillent chez Champ d'énergie et on a 8 installations d'énergie renouvelable en photovoltaïque et en éolien. Et donc pour continuer, parlons du circuit court. Donc Champ d'énergie et toutes les autres coopératives, on est des producteurs d'électricité, mais on ne peut pas directement fournir l'électricité aux citoyens, l'électricité qu'on produit nous-mêmes. Et donc, les coopératives ont créé il y a déjà 10 ans une autre coopérative qui s'appelle Cositer, qui lui est un fournisseur. Donc, ça nous permet de fermer la boucle du circuit court de l'électricité avec les coopératives productrices qui produisent l'électricité, qui la revendent à Cositer, et Cositer a un agrément pour pouvoir vendre l'électricité aux citoyens qui sont eux-mêmes copropriétaires des éoliennes. Et donc, on a un cercle vertueux où les producteurs peuvent s'accorder avec Cositer pour décider d'un prix de vente et d'un prix d'achat pour toujours permettre au système de fonctionner, c'est-à-dire qu'il faut payer comme les employés de ces coopératives, il faut que le système soit viable, mais en même temps de maîtriser, de plafonner le prix et de ne pas faire nécessairement du profit de manière exagérée, mais de maîtriser les prix pour offrir une électricité à un prix juste. Et donc, c'est comme ça qu'en 2022, si on prend cet exemple-là, Cositer a plafonné son prix. Donc, si on regarde à droite, donc c'est pour un ménage moyen avec un contrat classique mono-horaire. En 2022, Cositer offrait dans ce type de tarif le meilleur tarif. En fait, c'est pour ça qu'il y a eu énormément de clients qui ont voulu arriver chez Cositer. Et donc, ça, le prix de Cositer non plafonné, je vais dire, il arrivait à... déjà, il était le moins cher. Et en plus, Cositer a décidé de plafonner. Finalement, il a plafonné à 25 centimes pour la part vraiment de l'électricité. Donc, sans compter les taxes, hein, mais la part électricité a été plafonnée à 25 cents, ce qui fait qu'il a vraiment été le meilleur marché pendant cette période-là. Et alors, encore un slide ici pour vous montrer en fait comment Cositer protège ses clients au-delà de ce plafonnement. C'est que Cositer, dans sa formule de prix, répercute moins fort que les autres fournisseurs la variation du prix du marché d'électricité. C'est pour ça qu'il a une courbe un peu aplatie ici. Donc le prix du marché est ici, ici et le prix vendu est de l'autre côté. Et donc on voit que la concurrence, en fait c'est un peu linéaire. C'est le prix de l'électricité monte, et leur tarif va augmenter. Cositer, il a une courbe plus aplatie. Donc quand le prix monte, le tarif de Cositer monte moins fort. Par contre, Cositer doit continuer à avoir un prix minimum pour pouvoir fonctionner et payer ses employés. Et donc, à très très faible prix de marché, Cositer va être légèrement plus élevé que la concurrence. Mais assez vite, au prix actuel, en fait, Cositer est déjà dans les bons élèves en termes de prix. Et très vite, si on continue à monter, Cositer deviendra le meilleur marché. Jusqu'à un plafonnement. Donc là, il n'y a pas le plafonnement de Cositer, mais Cositer peut à un certain moment aussi plafonner. Donc, sa courbe deviendra horizontale à partir d'un certain prix. Il dit que probablement, il plafonnerait les prix quand le marché passera au-dessus de, je ne sais plus, c'est 230 ou 250 euros. Pour l'instant, on est autour de 100 euros, donc on est encore dans un prix relativement acceptable, mais voilà. On verra où l'avenir nous mène. Voilà pour la partie Cositer, prix du marché et actualité. Est-ce qu'il y a peut-être déjà des questions maintenant? Parce qu'après, le sujet va être quand même assez fort différent. Donc peut-être s'il y a des questions spécifiques sur ces aspects-là, on peut déjà les traiter maintenant. Il y aura encore la possibilité à la fin, mais voilà. Soit vous pouvez prendre la parole ou lever la main ou écrire dans le chat, sinon je continue. Ok, c'est que ça devait être
assez clair alors, très bien. Et donc pour que ce circuit court fonctionne, il faut qu'on puisse continuer à avoir des moyens de production. Donc on veut offrir ce tarif à un maximum de monde. En 2022, il y a eu tellement de clients qui ont voulu venir chez Cossiter que Cossiter a dû limiter les entrées parce qu'il n'avait plus assez de moyens, plus assez d'énergie à vendre dans son catalogue d'éoliennes et de moyens de production. Et donc on doit continuer à avoir des nouveaux projets renouvelables. Et c'est dans ce cadre que nous avons notre nouveau projet, qui a la particularité d'être une éolienne 100% développée par les coopératives. Donc, historiquement, comme j'ai présenté avant, on s'associe à, par exemple, Luminus construit un parc à Fernelmont et on s'associe avec eux en leur, en leur proposant de racheter une des éoliennes et en faisant valoir la participation citoyenne dans le parc. Ici, on est vraiment parti de zéro, donc on développe tout nous-mêmes et on devra donc s'associer à des prestataires externes pour acheter l'éolienne, pour construire l'éolienne, etc. Et donc c'est un peu le schéma qui est à risque au niveau des coûts qu'on engage déjà dans le développement, mais c'est le plus beau schéma qu'on a ici parce que c'est vraiment du 100% citoyen. Et on apprend beaucoup sur le développement de ce projet. Donc la hauteur de l'éolienne, elle est de 200 mètres. Donc tous les projets aujourd'hui sont vraiment, tous les nouveaux projets sont de ce type de hauteur. Il y a une tendance générale à augmenter les hauteurs des éoliennes. Et on produirait l'équivalent de la consommation de 3800 ménages, donc avec une production de 13 500 mégawattheures par an. Donc notre éolienne à Fernelmont, elle produit environ entre 5500 et 7000 mégawattheures. Donc on a une éolienne plus puissante et plus haute, et donc on produirait plus avec une éolienne. Au niveau de l'historique, donc même si le projet avait déjà depuis longtemps été réfléchi par des citoyens à Héron, on a vraiment lancé les étapes du projet en janvier 2025 avec la réunion d'information qui est une obligation légale de présenter le projet en amont de l'étude d'incidence, où il y a déjà une consultation du public qui peut être faite à ce moment-là. Et puis l'étude d'incidence a suivi son cours déjà entre fin 2024 jusqu'à juillet 2025. Et alors on a pu finalement faire la demande de permis qui a été acceptée début de l'année et l'enquête publique qui a démarré là il y a une semaine ou deux. Et donc, si tout va bien, mais voilà, il y a toujours des possibilités de recours, de refus de permis, etc. Mais voilà, si tout va bien, on peut imaginer avoir une construction de l'éolienne peut-être en 2027 et une exploitation qu'on espère normalement aujourd'hui au minimum 20 ans. Et même les éoliennes peuvent tenir plus que ça. Tout ce qu'on a déjà fait aujourd'hui, donc c'est un peu un parcours semé d'embûches, le développement éolien en Wallonie. Donc évidemment, on a une convention avec le propriétaire et l'exploitant du terrain. On a réalisé l'étude d'incidence avec un bureau d'études donc agréé, le bureau CSD, une longue étude dont je vais montrer les détails plus après. Donc on a demandé une préliminaire à RESA, vu qu'on est sur Héron, on est sur Liège, donc c'est RESA, le gestionnaire de réseau, pour déjà nous confirmer qu'il y a un accès potentiel possible au réseau électrique. Donc la réunion d'information a eu lieu en janvier. On a fait aussi faire une étude de productible, donc en fonction de statistiques de vent et d'autres projets, on a pu déterminer le potentiel de production sur base du vent de notre projet. On a aussi dû discuter avec des agriculteurs pour trouver des mesures de compensation. J'en parlerai un peu plus tard, plus en détail. On a dû faire aussi une demande auprès du DNF qui devient obligatoire, une demande de dérogation par rapport à la loi de la conservation de la nature, parce que potentiellement, il y a des risques de collision avec des oiseaux avec notre éolienne, et donc on doit expliquer comment on va pallier à ce risque. Et donc c'est une demande qui a été faite et acceptée par le DNF. Et on essaye de travailler vraiment avec les acteurs proches dans le territoire, et donc on a eu une discussion en amont du projet aussi avec la commune de Héron, avec le groupe d'action locale de
sur la zone, et avec le parc Burdinalmehen, qui est un parc qui est vraiment présent aussi localement. Voilà, pas mal d'étapes qui ont demandé pas mal de travail. Alors, l'éolienne, elle se situe donc à Héron, sur le long de la E42, et donc on voit en fait en bleu foncé un parc existant, 6 éoliennes de Luminus qui existent. Et donc nous, on vient s'ajouter dans le prolongement en fait de ce parc éolien. On verra après pourquoi on est un petit peu déporté. Voilà. Donc on est en bordure du parc naturel de la Burdinale. Ici on voit le plan de secteur, et donc les zones en rouge et blanc, c'est les zones d'habitat. Et donc on est en pleine zone agricole et à moins de 1500 mètres de l'autoroute. Et donc dans ces cas-là, en fait, il n'y a aucune dérogation à demander au niveau du plan de secteur. Donc là, on voit quelques contraintes. Dans l'éolien, on doit vraiment cartographier et rajouter des couches pour vérifier si notre éolienne peut être construite, si le permis peut être accepté. Donc en rose, on a les distances recommandées avec les zones d'habitat. Donc on doit être au-dessus de 600 mètres. En bleu, on a les distances avec des habitats isolés, qui ne sont pas nécessairement dans des zones d'habitat, mais il y a quand même une habitation, et donc on doit aussi respecter une distance de 400 mètres de ces habitats. Et alors en vert, on a des zones forestières ou des petits bosquets, où on essaye aussi de se mettre à plus de 200 mètres, qui est une demande du DNF, notamment. Et donc en fait, on voit que notre éolienne respecte tous ces critères-là, et même par rapport à d'autres projets qui se développent, respecte quand même vraiment très bien ces distances, notamment les zones d'habitat, où on est en fait la maison la plus proche quand on regarde à 1 km, et l'habitation isolée la plus proche, là, on nous demande d'être à 400 mètres, ben là on est à près d'1 kilomètre. Donc à ce niveau-là, il y a vraiment, enfin, voilà, en tout cas on respecte le cadre de référence de la Wallonie. C'est peut-être un peu moins lisible, c'est plus au niveau du raccordement que je voulais montrer. Donc le raccordement, il est prévu pas si loin que ça, hein. Il y a parfois des projets où il y a beaucoup d'éoliennes, donc il y a beaucoup de puissance, et donc on doit se raccorder jusqu'à un poste haute tension, et donc on creuse sur des kilomètres, sur 10 kilomètres parfois pour connecter le parc. Ici, c'est une éolienne, donc Reza nous a proposé de nous connecter directement en fait sur le réseau moyenne tension local, et donc on a dans une petite route, on doit juste aller se raccorder à 900 mètres au nord de l'éolienne. Et alors on a aussi étudié comment l'éolienne et les charrois pour amener tout le matériel pourraient arriver. Donc c'est tous des trucs qui sont tous des éléments qui doivent être étudiés dans l'étude d'incidence. Donc notamment, il y aura une sortie temporaire de la O42 qui devrait permettre d'apporter les pales notamment, qui sont gigantesques et qui sont compliquées à amener jusqu'à l'endroit d'implantation. En termes de balisage aussi, donc suivant la taille de l'éolienne et suivant différents critères, aussi si on est dans une zone liée à des essais militaires, il y a différents critères. Ici, l'étude montre qu'on va, pour notre éolienne, avoir une signalisation même de jour. Donc il y aura un éclairage blanc au niveau de la nacelle et des peintures rouges sur les pales et sur le mât. Et la nuit, comme on voit parfois pendant la nuit, ben, on devra prévoir des signalements, des lumières rouges. On les voit parfois la nuit. Voilà, là il y a un peu une vue représentée un peu en 3D de ce que donnerait l'éolienne. Donc on voit qu'elle est déportée. C'est notamment pour ces petits bosquets qui nous ont obligés à nous décaler de l'autoroute. Donc voilà, suivant l'angle de vue, ben, parfois c'est pas si visible en fait, suivant où on regarde. Mais voilà, ça permet de voir le décrochage et son impact sur le paysage. Au niveau biologique, donc il y a aussi une cartographie des différents sites importants au niveau du milieu biologique. Mais là aussi, selon le bureau d'études, on n'est pas critique sur aucun des critères.
Le milieu biologique, d'ailleurs, en zone agricole comme ça, a été considéré comme assez moyen, voire assez faible. Donc voilà, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais voilà, le site le plus proche au niveau de l'intérêt biologique, c'est le moulin de Ferrières, hein, qui n'est pas très loin, à 1 kilomètre. Et donc le bureau d'études a fait des relevés ponctuels pendant toute une saison, donc pendant les 4 saisons, pour aller voir quel type d'oiseaux et de chauves-souris on avait sur la zone. Et donc il y a trois espèces qui ont été considérées comme sensibles à l'éolien, et pour lesquelles donc on doit soit trouver des mesures d'atténuation, mais ça on n'a pas vraiment de possibilité, soit donc implémenter des mesures de compensation dont je vais parler après, sachant que quand on regarde, donc l'éolien peut avoir un impact local sur l'espèce. Quand on regarde au niveau de l'impact du projet à l'échelle régionale, l'impact est considéré comme mineur pour notre éolienne. Alors là, il y a quelques espèces de chauves-souris qui sont assez communes, qu'on retrouve naturellement dans ce genre de zone. Et donc là, par contre, on a des mesures d'atténuation qui fonctionnent assez bien. Donc on a un module spécifique dans l'éolienne qui va arrêter l'éolienne quand on se trouve dans des conditions propices au déplacement des chauves-souris. Donc généralement, c'est en été quand on est au coucher du soleil, qu'il n'y a pas trop de vent. Alors à ce moment-là, l'éolienne, quand les conditions sont remplies, elle s'arrête en fait. Et donc ça, c'est dans tous les projets éoliens aussi, on a ce module d'arrêt. Donc sur base des relevés qui ont été faits, donc sur base de tous des critères légaux, le bureau d'études détermine aussi les mesures de compensation qu'on doit mettre en place. Donc, tout projet éolien doit mettre en place des mesures de compensation suivant l'impact mesuré potentiel de l'éolienne sur les espèces. Et donc, c'est des actions qui doivent avoir un effet positif sur la biodiversité. Donc ici, on nous a demandé de prévoir 1 hectare de couvert nourricier et de bandes enherbées. C'est un peu le schéma qu'on voit ici, le plan, enfin la photo qu'on voit ici en dessous. C'est des mesures assez classiques dans l'éolien. Donc là, on a dû trouver on s'est associé à Faune et Biotope qui nous a trouvé un agriculteur avec lequel on a un contrat maintenant pour la durée de vie de l'éolienne, où il devra mettre en place ces mesures de compensation. Et sur la carte, en fait, ici, on est près de Burdine, donc dans le parc de la Burdinale, ou cette zone-là, la plaine de la Burdinale. Donc tout ce qui est en rouge et en bleu, en fait, ce sont déjà des mesures de compensation ou des mesures agro-environnementales qui ont été mises en place par les agriculteurs. Et donc ils essaient vraiment de créer un maillage assez complet pour avoir des zones, énormément de zones propices à la biodiversité. Donc on viendrait compléter en fait ce maillage. Et le DNF donc, a autorisé a validé notre demande, mais en ajoutant aussi une demande supplémentaire, complémentaire, de prévoir pendant toute la durée de vie aussi du projet 50 plots de 20 mètres carrés. Et ces plots doivent être répartis, donc c'est pas très grand, mais c'est réparti sur 17 hectares. Aussi des zones qui seront propices pour l'alouette. Et dans l'hectare dont j'ai parlé au début, on devra mettre en place des perchoirs en bordure aussi pour le bruyant-proyer. Voilà, c'est tous des sujets qu'on ne connaissait pas bien avant de développer ce projet. Et donc on apprend sur le tas, et donc tout ça a été contractualisé avec des agriculteurs avant de faire la demande de permis. Et pour les chauves-souris, donc comme j'ai parlé, on a un module d'arrêt qui a été estimé, donc quand il sera utilisé, on estime qu'il va faire perdre 2,5% de la production potentielle de notre éolienne. Encore quelques points, j'essaie de pas trop vous rajouter trop d'informations parce que c'est très long, une étude d'incidence. Ici, je voulais juste montrer l'incidence paysagère
Le paysage a été considéré comme de qualité moyenne. Et il y a plusieurs zones d'intérêt paysager. Et c'est juste pour vous montrer quand même que, voilà, comme l'éolienne est un peu en hauteur, elle est ici, hein, là, l'impact le plus fort, c'est sur le village de Lavoir, qui se trouve au nord-est de l'éolienne ici. Sur d'autres villages, ça a été considéré plutôt comme modéré ou négligeable. Donc il y a vraiment, voilà, cet impact un peu plus important là-bas. Et là, il y a quelques vues. Là, on est vraiment au pied de l'éolienne. Et alors là, parce que c'est un point qui a soulevé pas mal de questions. Donc ça, là, on est dans le village de Lavoir, justement, avec une église qui est assez, une église même classée, qui a un patrimoine assez important sur place. Donc là, il y a eu des photomontages vraiment sur place au niveau du cimetière, et puis en contrebas, où on voit l'éolienne. Voilà. Après, ça, c'est à l'appréciation de chacun de décider si c'est un impact néfaste ou pas sur le paysage. Qu'est-ce qu'on a encore fait dans l'étude d'incidence? Donc il y a évidemment la question du bruit qui est souvent relevée par les citoyens. Donc là, de nouveau, le bureau d'études, en fait, il regarde le pire des cas. Donc il imagine tout le bruit en même temps. Bon, il y a le bruit de fond de l'autoroute qui est juste à côté, il y a d'autres éoliennes. Et on modélise comme si le bruit allait dans toutes les directions en même temps. Et donc on regarde vraiment le cas le plus défavorable. Et pour les 3 modèles on a étudié 3 modèles différents d'éoliennes, on respecte tout le temps les valeurs, en fait, parce que notre éolienne qui vient s'ajouter à tout ce qui existe déjà, en fait, ne vient pas causer d'impact important, et donc il n'y a aucun bridage. En théorie, on pourrait arrêter l'éolienne à certains moments en fonction du bruit, mais là, il n'y a aucun bridage qui a été évalué. Maintenant, le bureau d'études nous recommande de faire un suivi une fois que l'éolienne sera implantée, de faire sur certaines zones sensibles, de faire une étude, enfin de faire une mesure en continu du bruit. Et enfin, je crois que on arrive à la fin, il y a la question de l'ombrage. Donc, en fonction de l'inclinaison du soleil, l'éolienne, comme elle tourne, elle pourrait créer un espèce d'effet stroboscopique sur des habitations. Donc ça aussi, c'est étudié. Et là, de nouveau, on prend le pire cas où on considère qu'on a un ensoleillement de jour permanent et que les éoliennes fonctionnent en permanence. Et donc, on a des limites qui sont demandées de 30 heures par an maximum, donc d'effet d'ombrage sur les habitations, et 30 minutes par jour maximum. Et donc, potentiellement, de nouveau, ça serait le village de Lavoir et de Héron aussi, en fait, qui pourrait être impacté. Et donc là aussi, on a un module spécial sur l'éolienne, qui s'appelle le Shadow Module, qui permet de garantir de respecter ces valeurs limites. Et donc, en fonction aussi de l'inclinaison du soleil au moment de la journée, et en fonction du fonctionnement ou pas de l'éolienne, mais l'éolienne peut se mettre à l'arrêt si on dépasse ses limites. Mais dans l'étude statistique réelle qui a été faite, on estime qu'on aura 0% de perte due à cet ombrage excessif. En théorie, on ne devrait pas avoir ce problème d'ombrage sur des habitations. Voilà pour les aspects plus techniques de l'étude d'incidence. Donc au niveau de la participation citoyenne, j'ai déjà beaucoup expliqué avant comment on fonctionnait. Et donc là, on s'est associé, comme souvent à notre éolienne à Fernelmont, on est associé à Nospoulin et SB Énergie et la commune de Fernelmont. Donc ici, on s'est aussi associé à d'autres coopératives, donc SB Énergie, qui est actif principalement en SB liégeoise, et Coperlic, qui est une plus jeune coopérative qui est basée à Liège-Ville. Et donc, les citoyens seront 100% propriétaires de l'éolienne et aussi de l'électricité qu'elle produit. Donc, on pourra décider à qui on vend cette électricité qu'on souhaite vendre à Cossiter pour fermer le circuit court que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et on ouvre aussi la participation aux communes dans le projet. Donc, si
le projet est accepté et que la commune de Héron souhaite participer financièrement au projet, elle sera aussi la bienvenue dans le projet comme on l'a fait à Fernelmont. Ce qui permettra de vraiment avoir des retombées économiques qui seront locales, donc qui seront dans les citoyens des communes avoisinantes ou en tout cas des coopérateurs wallons de la coopérative. Et on essaiera aussi, comme on le fait depuis quelques années à Fernelmont, de mettre en œuvre aussi des projets via des animations dans les écoles ou pour les citoyens. Alors pourquoi on vous parle de ce projet aujourd'hui? Vous avez sans doute reçu pas mal d'emails et d'informations ces dernières semaines. Et donc suite à la demande de permis qui a été jugée complète, on a pu démarrer l'enquête publique. Et donc c'est un moment où pendant un mois, les citoyens peuvent donner leur avis et les autorités en parallèle évaluent le projet. Donc il y a un fonctionnaire technique qui va recueillir les avis de plein d'instances différentes. Donc ça peut être l'aménagement du territoire, le parc Burdin-Almein va être aussi sollicité, les communes qui sont concernées par le projet. Et donc voilà, les citoyens par contre, eux, ils ont un mois, ils ont 30 jours. Donc les dates sont affichées ici, donc du 17 mars au 15 avril. Il faut respecter ces dates-là. Les citoyens peuvent remettre leur avis à une des communes qui a été considérée comme concernée par le projet. Donc c'est Héron, Fernelmont, Andenne, Burdin, Huy et Wanze. Mais important à savoir, les citoyens de toute la Wallonie peuvent remettre un avis, même au-delà en fait, mais ça a peut-être moins de sens. Mais donc il n'y a pas de limite, il ne faut pas nécessairement habiter les communes pour remettre un avis. Maintenant, évidemment, on essaye de vraiment aller au plus près des gens qui habitent ces communes-là, parce qu'une commune voilà, qui reçoit un avis d'un de ses concitoyens, ça aura plus d'impact dans la réception de cet avis que quelqu'un qui vient de Arlon, par exemple. Mais voilà, tout le monde peut quand même remettre un avis. Et évidemment, voilà, généralement dans les projets éoliens, ceux qui se réveillent et remettent des avis, c'est plutôt ceux qui sont contre le projet et qui font des pétitions, voilà, qui arrivent à créer un groupe anti-éolien, souvent avec beaucoup de fausses informations, mais voilà, c'est généralement ceux-là qu'on retrouve. Alors ici, on essaye vraiment, comme en plus c'est un projet citoyen coopératif, développé par la coopérative, avec la commune de Héron qui est aussi quand même plutôt derrière le projet, est favorable. On essaye vraiment d'avoir une masse critique importante pour vraiment montrer que le projet est soutenu par les citoyens des communes et de la Wallonie. Alors, donner votre avis, c'est assez simple. Vous pouvez évidemment faire votre propre texte, votre propre lettre, ou envoyer un email avec ce que vous voulez dedans, favorable ou même défavorable, c'est votre droit à chacun. Mais nous, on a préparé une lettre et un email type, donc tout fait, tout écrit. Il faut juste changer votre nom. Il faut vraiment avoir dedans le nom, votre adresse, et si c'est une lettre papier, votre signature et la date. Donc si c'est un email, c'est la date de l'envoi d'email qui fait foi. Mais si c'est une lettre, il faut la dater. Donc avec toutes les informations. Et donc par exemple l'email, vous rentrez dans la section pour envoyer un email. Vous copiez le destinataire, vous copiez sur le bouton l'objet et vous copiez le contenu du mail. Et tout ça, vous collez dans votre application de mail. Ça, c'est la façon la plus facile. Si vous habitez une des communes, l'idéal, c'est que vous envoyez uniquement à la commune dans laquelle vous habitez. Donc, si vous habitez à Andenne, mais vous envoyez à Andenne, plus Champ d'énergie. On aime bien être en copie, comme ça on peut compter le nombre d'avis qui sont envoyés. Et si vous n'habitez pas les communes, alors vous envoyez juste à Héron, qui est finalement la commune concernée où l'éolienne sera implantée. Donc, vous pouvez simplement envoyer à Héron. Parce qu'au début, on voulait envoyer à tout le monde en même temps et les communes nous ont dit que c'était un peu trop redondant de tout recevoir. Voilà, il fallait traiter chacune individuellement les mêmes emails. Donc,
on a décidé de faire comme ça. Donc, soit de vous envoyer à Héron si vous n'habitez pas dans les communes, soit de vous envoyer à votre commune si vous habitez dans une des communes. Ça, c'est pour l'email. Et si vous voulez une version papier, vous pouvez la télécharger ici. Et vous pouvez la partager, la télécharger aussi et la partager. On compte même les apporter, les versions papier, nous-mêmes. Vous pouvez soit nous l'envoyer par email ou nous la transmettre au coworking de Fernelmont. Et on amènera tout en fin d'enquête publique en un paquet aux communes. Vous pouvez aussi imprimer des papiers et les faire signer autour de vous à vos collègues, vos amis, voilà, votre famille. Voilà, on peut même, si vous avez vraiment envie de beaucoup d'exemplaires, on a imprimé tout un paquet, donc on peut même vous amener chez vous un paquet d'exemplaires si vous voulez pas imprimer par vous-même. Et on a mis quelques questions. Oui. Tu as une question, quelqu'un demande s'il est utile d'envoyer un avis dans plusieurs communes. Donc non, c'est ce qu'on avait prévu au départ, surtout avec l'email, mais tout sera comptabilisé à la fin et donc ils veulent éviter la redondance. Donc c'est mieux de rester, soit c'est votre commune, alors vous envoyez à votre commune. Éventuellement, Héron peut être en copie parce que l'éolienne est sur leur terre, donc eux, pourquoi pas, ils peuvent recevoir un maximum d'avis, mais sinon, l'idée, c'est vraiment votre commune ou bien Héron si vous n'habitez pas les communes. Et toujours essayer de garder Champ d'énergie en copie pour qu'on comptabilise en amont le nombre d'avis qu'on récolte. Donc les questions, si vous n'habitez pas les communes, donc oui, vous pouvez remettre un avis. Est-ce que les avis sont limités à 1 par foyer ou 1 par personne? Donc, c'est bien 1 par personne. Et donc, vous pouvez très bien faire signer vos conjoints, conjointes, et même vos enfants, mais pas s'ils sont trop jeunes, évidemment. Donc, si vous avez des enfants adolescents ou jeunes adultes, mais qui sont bien conscients, qui ont été informés du sujet, vous pouvez aussi leur faire signer ou leur demander de signer un avis. Il faut bien respecter les dates officielles que j'ai mentionnées, donc c'est du 17 mars au 15 avril, donc si c'est en dehors de ces dates, ça ne sera pas comptabilisé. Et dernière question, si vous n'êtes pas coopérateur, il n'y a pas de problème, donc vous pouvez faire signer votre facteur si vous voulez, quand il passe chez vous, il ne faut pas nécessairement être coopérateur d'une des coopératives pour remettre votre avis. Tout citoyen peut participer aux enquêtes publiques, comme dans toute enquête publique. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour de la présentation. J'espère que c'était complet et pas trop long.